Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Cité 13 dans l'émission Focus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Faf Larage, rappeur marseillais qu'on ne présente plus. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mélanie. Tu baignes dans le milieu du hip-hop depuis 1987. Tu es une figure du rap marseillais qu'on ne présente plus, comme je disais. Et tu as vu du coup le rap évoluer, se renouveler. Ouais. Et j'aimerais te poser quelques questions à ce sujet. Bien sûr. Et avoir ton avis et tes retours sur l'âge d'or du rap marseillais, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous déjà te présenter, dire pourquoi est-ce que tu t'appelles Faf Larage ? Alors Faf Larage, c'est d'abord Faf, c'est le diminutif, on va dire, de mon prénom, Raphaël. Donc voilà, je le dois à ma maman qui me l'a donné quand j'étais petit. C'est resté. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Faf dans mon entourage. Et la rage, c'est quelque chose qu'il fallait avoir en fait. Comme tu l'as dit, j'ai démarré le rap il y a très longtemps, à une époque où le rap c'était pas une musique qui était populaire. C'était pas une musique qui avait la cote et au contraire qui était très dénigrée. Même au-delà du rap même, on parle même du mouvement hip-hop. Ouais, C'était très dénigré parce que voilà, on voyait ça comme quelque de mauvais, ça vient des quartiers, ça vient de la rue, on n'en veut pas, c'est pas de la musique, bref, on a eu droit à tout. Et en fait, la rage de là, en fait, mon nom, la rage, c'est plus dans le sens, on va avancer, on va se battre, c'est dans le côté combatif, le côté pas lâcher l'affaire, le côté être toujours dedans et toujours actif, quoi, la rage. Et tu parlais aussi plus largement du hip-hop. Oui. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur comment c'est arrivé à Marseille ? Comment le hip-hop est arrivé à Marseille ? Eh bien, le hip-hop, d'abord, il est arrivé par les États-Unis. Ouais. Il est arrivé sous plusieurs formes, c'est-à-dire d'abord les radios, la musique, donc. Alors, il y a eu, si on remonte beaucoup plus loin, il y a eu vraiment une première vague au début 80 parce qu'il est arrivé par la danse déjà, par le breakdance notamment, donc la danse hip-hop. C'était ça d'abord qui a été très populaire avec l'émission HIP de Sydney qui passait le dimanche sur TF1 l'après-midi où tout le monde regardait ça et ça dansait de partout, ça dansait à l'école, ça dansait dans la rue. Donc déjà, il y a eu cette première vague. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé. Ça a été une mode, mais il y a des gens qui sont restés dedans. C'est-à-dire beaucoup de danseurs, d'ailleurs, qui sont restés addicts à ça. Moi, j'ai découvert le rap par l'intermédiaire de la radio en même temps. C'est-à-dire dans les débuts 80 aussi, il y avait des radios, les débuts de la FM. Donc on découvre aussi la FM avec des radios libres qui commencent à passer un petit peu ce qu'ils veulent aussi en termes de musique. Beaucoup d'émissions de découverte, d'émissions funk, pas mal. Et donc à travers les émissions funk, les mecs aussi arrivent à commencer à distiller un peu du rap en disant « Tiens, il y a une nouvelle musique aussi qui est là. Attention, ça vient de New York. On en parle beaucoup. Écoutez. » Et puis moi je découvre mes premiers morceaux de rap là avec comme beaucoup. Et je pense qu'il y a eu un premier impact comme ça. Deuxième vague avec l'émission HIP HOP. Et puis ensuite, il y a commencé à avoir un peu des addicts au rap, quoi, et au hip-hop, tout simplement, à la culture. Et ça s'est développé aussi beaucoup par l'intermédiaire de certains pionniers de Marseille. On doit ça au groupe IAM. Ouais. Évidemment, enfin, en tout cas pour ma part, parce qu'à l'époque, ça s'appelait même pas IAM, il s'appelait B-Boy Stance. Avant ça même, il y a eu un premier groupe qui s'appelait les Lively Crew. Je te parle de ça, on est en 86. Ouais. Donc, mais moi, c'est les premiers gars que j'ai entendus avoir des morceaux entiers rappés en français sous une forme vraiment que je pouvais apprécier autant que le rap américain que j'écoutais. Donc on est en 86. À partir de là, il y a des équipes qui se montent. Et donc, on se retrouve très rapidement vers 87, 88 avec des équipes à Marseille comme, évidemment, les B-Boy Stance, donc qui sont les futurs IAM. Moi, avec mon groupe, le Solène Radical. Il y a les BTF. Les BTF, après, qu'on retrouve sous plusieurs formes au final, qui aujourd'hui sont le troisième œil. Qui après aussi alimentent staff. Il y avait la X-Mob. Tout ça sont des équipes de divers quartiers de Marseille qui se sont montés. On est dans les fin 80. D'accord. Donc le début, on pourrait le mettre au début des années 90
jusqu'à ou fin 80. Pour moi, le fin début, 80. c'est vraiment Fin à 80. partir de... Pour moi, ça démarre, on va dire, dans les 85-87. D'accord. Voilà. Où Et vraiment, ouais. il commence à y avoir des émissions radio qui commencent à être des émissions hip-hop, avec exclusivement du rap, et avec des mecs qui commencent à écrire et tout ça. Et tu parlais de ton groupe, c'est un groupe, il y avait qui? Il y avait Def Dans le Bond? groupe, il y avait Def Bond. Alors, la forme de base, pardon, c'est Def Bond et moi. Oui. Ensuite, sous sa forme finale, qui on retrouve dans les années 90, c'est Def Bond, c'est DJ Rebel, c'est DJ Majestix, c'est Karim Leroy et moi. D'accord. Karim Leroy, oui. Et DJ Rebel, c'est celui qu'on retrouve dans tes soirées old school? Non, ça c'est DJ Gel qui lui je me demandais est-ce que c'était lui DJ Gel qui a son parcours parallèle en fait, qui arrive aussi dans les fins 80, qui arrive qui était danseur je crois à l'époque, Gel, et qui a après fondé le groupe Funky Family qu'on connaît tous, et voilà, qui a eu son parcours à travers la Funky Family, et aujourd'hui en tant que DJ à son nom, quoi. Et donc après tu t'es lancé dans une carrière solo. Oui. Et par rapport à ta carrière solo, pour avoir écouté avec mes grands frères et sœurs, j'ai remarqué que ton écriture, elle a même dans la conception de tes clips, il y a un côté un peu cinématographique. C'est vrai. C'est vachement lié au cinéma, je trouve. Il y a tout un univers, une créativité. D'où ça te vient c'est vrai, c'est assez imagé. En fait, moi, ça me vient de certains groupes ou de certains rappeurs que j'ai écoutés étant jeune. Justement dans les 80, tout ça, des mecs comme Solo, Kool G Rap, qui sont des artistes new-yorkais et qui eux déjà racontaient faisaient du storytelling en fait. Oui, des mecs voilà. comme Rick, qui est très très connu là dans ce style là, même s'il c'est un ancien, mais voilà. Et c'est de suite, c'est un type d'écriture qui m'a embarqué. Moi, je commençais un petit peu, on va dire, à baragouiner un peu l'anglais, à comprendre un petit peu, commencer à comprendre un peu les paroles et tout ça. Et puis j'ai eu aussi mon traducteur attitré qui était enfin aujourd'hui c'est Akhenaton, qui était Chill, qui lui parlait couramment anglais. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 86 déjà, le premier noyau d'IAM, c'est-à-dire Keops, Chill, enfin AKH, avec d'autres potes aussi de l'époque, Richard, Eric et tout, partaient à New York et faisaient des voyages là-bas et restaient plusieurs années à New York. Enfin, non, pas plusieurs mois, pardon, à New York, et revenaient à Marseille et ramenaient en fait la culture à Marseille. C'est pour ça qu'ils sont très importants dans la culture du hip-hop à Marseille. C'est parce qu'ils ont vraiment la culture US ici, ce qui nous a permis d'être assez en avance sur ce qui se faisait en fait, et d'être vraiment à jour par rapport à ce qui se passait à New York, et musicalement, et au niveau des textes, et au niveau de la vibe en fait. Et du coup, moi, le storytelling, je le prends de là. Et donc, avec Chill, si tu regardes aussi les morceaux d'IAM, dès le départ, il y a pas mal aussi de storytelling. C'est vrai. Donc, on était dans ce délire-là, et moi, j'en ai fait un petit peu ma spécialité, peut-être parce que j'aime bien aussi, j'aime bien le cinéma, j'aimais bien regarder des films, des séries déjà, même les anciennes et tout. Et du coup, mon écriture, j'ai une capacité à imaginer en fait ce que j'écris. Ça se je ressent. Visualise beaucoup. Oui, voilà, c'est très visuel, je trouve. Et la garde, on va voir l'image de la pochette aussi. Juste petite anecdote pour moi, j'aimerais comprendre l'épée. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? L'épée, alors faut savoir que voilà, à ces époques-là, on avait des délires, des délires où on aimait bien transposer en fait notre musique dans des univers différents. Tu vois, aujourd'hui on parle de l'univers Marvel, de tout ça, et nous on avait ce délire-là dans notre musique. Donc après tu avais par exemple des mecs style les Wu-Tang et tout, mais il faut savoir qu'on le faisait, on l'a fait très tôt. Oui. Nous on l'a fait très tôt, et moi en fait j'avais un petit... D'ailleurs aujourd'hui c'est très développé, mais à l'époque ça l'était beaucoup moins, surtout ça l'était en livre. Et moi à l'époque j'ai un pote à moi qui m'avait fait découvrir l'Heroic Fantasy. Ouais. Et c'est une lecture donc que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai découvert avec un bouquin c'est les chroniques, d'ailleurs de Mars, on en parlera je pense tout à l'heure, mais c'est assez lié à ça le nom. Ça s'appelait les chroniques, que je dise pas de conneries parce que ça fait longtemps, mais soit les chroniques de Meldy Bonnet ou soit les chroniques de Elric.
Et Elric, en fait, c'était un personnage qu'on appelait Elric le Loup Blanc. C'était un personnage d'Heroic Fantasy, donc on peut le voir aujourd'hui à travers de nombreuses sagas, de nombreux films de ce style-là. Notamment Le Seigneur des Anneaux, qui est un des plus gros, mais après il y en a eu plein derrière. Aujourd'hui, tu as The Witcher sur Netflix, enfin tout ça. Et Elric, en fait, c'est un personnage qui avait une épée qui s'appelait Stormbringer. Oui. Et cette épée Stormbringer, elle avait la capacité de boire les âmes, en fait. C'est-à-dire que quand il tuait des gens avec, il absorbait l'énergie et l'âme des gens qu'il tuait. Bref, Stormbringer, c'est devenu avec moi Stormbringer, avec un A, que j'ai transposé ça dans la musique et qui est devenu mon micro. D'accord. Donc, j'ai transposé l'épée en micro que j'ai appelé Stormbringer. J'ai créé un morceau qui s'appelait comme ça. Ça a été mon premier titre solo, Stormbringer. C'est devenu un eke aussi. Il y a des gens qui m'appelaient comme ça. Et moi, j'avais cet univers donc, de chevalerie, d'heroic fantasy, de art, tout ça, de ce côté-là. Et mon frère, lui, Shuriken, qui lui avait cet univers très japonais, féodal, mais voilà, le Japon féodal, les samouraïs et tout. Du coup, quand on a créé l'album, on a transposé nos univers et on a mis nos deux univers en parallèle, à savoir le Japon féodal et la barbarie et la chevalerie à côté. Du coup, grâce à la chevalerie, l'épée, c'était ton micro, en fait. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup d'ego trip à l'époque, même encore aujourd'hui, dans le rap. C'est-à-dire qu'on clashait souvent des MC, ou alors on avait des morceaux comme ça où on disait, en gros, le jeu, c'était de montrer sa technique et de dire qu'on était les meilleurs, qu'on avait la meilleure dextérité. Tu sais, un peu, voilà, ça aurait pu être un gun en mode Far West, ça aurait pu être machin, mais moi, c'était l'épée. Donc, c'est le côté duel, le côté combat, tu vois, voilà. Et d'ailleurs, en fait, là, tu joues un peu un rôle, un personnage. Oui. Et est-ce que, si je te dis Gomez et Dubois Gomez et Dubois, bien sûr, c'est un autre... Dubois, c'est un autre de mes équés, c'est un avatar, c'est un personnage, c'est-à-dire que c'est un concept, en fait, qui a été créé à la base, pas par moi, mais par des potes à moi de Paris, qui avaient monté un concept qui s'appelait Gomez et Tavares au début. Le premier titre, c'était Gomez et Tavares. Dadou faisait Tavares et Ben jouait le rôle de Gomez, avec derrière, à la prod, Kilomètre, donc Tefa et Masta. Ensuite, ce morceau, Gomez et Tavares, c'était l'histoire de deux flics corrompus qui venaient mettre à l'amende un petit peu tout le monde sur leur parcours. Et c'est un morceau qui avait plutôt bien marché dans la compil Mission Suicide qui était sorti. Ensuite, quelques années après, je crois 2 ans plus tard, ils ont voulu faire un album. Sauf que Dadou, qui jouait Tavares, était sur son album solo à l'époque. Et il bossait avec BOSS, je crois, avec Joey Star, la prod de Joey Star. Il faisait son album solo, donc il était dans un autre délire. Oui. Et moi, comme il me connaissait, et qu'il me connaissait justement mon côté storytelling et tout ça, et que j'avais aussi pas mal d'humour, parce que j'avais fait des morceaux, c'est un côté aussi que j'aime bien, faire des morceaux drôles et tout, donc ils m'ont appelé en me disant, voilà, on a ce délire-là. Ouais. Est-ce que tu te sens, voilà, l'histoire c'est ça, c'est 2 flics corrompus, et on va leur trouver des aventures. Voilà. Et à partir de là, j'ai dit oui, il y a plein de choses à dire dans ce domaine-là. Donc on peut rigoler tout en balançant des choses. J'ai créé mon personnage Dubois, donc voilà, plus le côté soleil, Marseille, donc flic de Miami, un peu cette tendance-là. C'est vrai que ça y ressemblait. Et on est parti à créer un album entier. Et ce qui est drôle, même si ça l'est pas vraiment, c'est qu'à la base, c'était quand même un duo comique et ça vous a mené jusqu'aux victoires de la musique. Vous avez une nomination ? Oui, c'est ça, on a une nomination pour ce projet, pour cet album. Et puis, on avait réussi à faire 1 ou 2 tubes, des morceaux qui avaient bien marché, Hôtel Commissariat, voilà, Ronde de Nuit. Oui, c'est ça. Ronde de Nuit qui était aussi le premier feat de Amine, le chanteur Amine, c'était sa première apparition, et produit par Corescalp, qui après ont créé la suite, c'était Ryan B. Fever, c'est ça. Ouais. Et donc, on voit que tu es quand même lié au cinéma, tout cet univers-là. Et il y avait eu le film aussi, Gomez et Tavares. Le film était sorti. Gomez et Tavares 1 et 2, pour la petite histoire. Alors, nous, on avait l'album Gomez et Dubois. Ils avaient le film Gomez et Tavares parce qu'ils avaient vendu les droits avant. Donc, il y a eu un petit malentendu là-dessus. Ouais. Mais on s'est retrouvés finalement avec Hôtel Commissariat. Ça a fait partie de la bande originale du film Gomez et Tavares. Et d'ailleurs, on joue dedans. On fait l'ouverture du film, c'est Gomez et Dubois.
Et ben, toujours ce lien avec le cinéma, on ne peut pas parler de toi sans parler de Prison Break, je pense qu'on te le répète souvent. Tu as fait du coup la BO qui est sortie en 2006. Oui, c'est ça. Et comment ce projet a-t-il vu le jour ? Alors ce projet, il voit le jour que, en fait, ce sont mes éditeurs EMI Publishing, donc à l'époque des plus grosses boîtes d'édition en France, d'artistes. Donc moi j'étais signé chez eux, comme beaucoup, comme au moins 60% des artistes français à l'époque. Et du coup, si tu veux, pour te la faire courte, en fait, eux, ils géraient le catalogue de la Fox, en fait. Donc, toutes les musiques de la production de la Fox, en fait, de la chaîne, mais des productions, surtout cinématographiques, séries et tout ça, et télé, étaient gérées, le catalogue en France était géré par EMI. Ouais. Donc, en fait, le patron d'EMI, que je connaissais bien, Fabrice Nataf, avait proposé un truc à la Fox en disant écoutez, ce serait bien qu'on fasse quelque chose, un vrai partenariat France-États-Unis, qu'on se trouve un projet où on fasse un générique, où il y ait de la musique, enfin tout ça, parce que EMI c'est quand même la musique leur truc. Et du coup quand Prison Break est arrivé, ils leur ont proposé, ils ont retenu l'idée, ils leur ont dit tiens, comme c'est un gros projet qu'on a vraiment envie de réussir en France et partout dans le monde, allons-y, faisons un générique, faisons quelque chose. Oui. Et à partir de là, EMI, ils lancent la piste à leurs artistes. Et moi, c'est une époque où je passe dans les bureaux et on en parle en fait. Moi, je fais écouter des maquettes parce que c'est ma maison d'édition. Donc voilà, je leur fais écouter des maquettes, donc du storytelling. Oui. Et à partir de là, Fabrice, dans son bureau, je me rappelle très bien, me dit tiens, Far, c'est vrai que toi, tu aimes bien les histoires, le cinéma et tout, machin. Est-ce que tu connais Prison Break ? Et là, je lui dis non, parce que ça sortait à peine aux États-Unis. Et il me dit, il faut que je te montre la bande-annonce et tout, tu vas voir, c'est terrible et tout. Et il me raconte, il me dit, voilà, on cherche un générique, donc on demande à nos artistes de nous pondre un générique pour cette série. Donc, évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça terrible. J'ai proposé une version, puis une autre, que j'ai travaillé ici à Marseille avec mon pote Ambo, maintenant qui est dans le groupe Blood Game, qui a cherché le refrain avec moi. On a trouvé le refrain, on a posé la démo et puis ça a été accepté par les Américains. Et puis il a fallu attendre 9 mois à peu près pour que ça arrive en France. Ça arrive en France. Et au début, personne n'en voulait de ce titre au début en fait. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'au départ, c'était très difficile pour M6 déjà de l'accepter. Parce que c'était du rap ? Parce que pour eux, c'était plus... c'est un générique français pour une série américaine. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Comment va réagir le public ? Donc, ils ont eu cette peur-là, tellement qu'à un moment donné, ils ont abandonné l'idée. Et que pour moi, quand on m'a recontacté, c'était fini. J'y pensais plus. Pour moi, c'était mort. J'étais passé à autre chose. Et c'est vraiment la Fox et EMI qui ont remis le couvert et qui ont insisté pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et du coup, M6 m'ont recontacté en me disant, là, ils m'avaient demandé 4 versions entre-temps. Enfin, c'était un gros bordel. Ah oui, quand même c'était long l'histoire. Et au final, ils ont sélectionné la première que j'avais faite. Et ensuite, quand c'est sorti, quand on l'a proposé en radio, en télé, enfin en radio surtout, aucune radio n'en voulait. Tout le monde disait non, c'est pas un tube. Là, c'était le côté rap qui gênait. D'accord. C'est pas un tube, on n'en veut pas. Pourtant, c'est vrai que même aujourd'hui, tout le monde s'en rappelle, on a le refrain dans la tête. Comme quoi, des fois, les gens qui décident des tubes ou pas, ils ont pas la vision, ils ont pas le truc sur tout, quoi. Oui. Donc voilà, après c'est devenu un succès grâce au public d'abord, les gens qui ont acheté le morceau, et ensuite les radios sont venus et l'ont joué. Et tout à l'heure, tu parlais du groupe IAM, et j'aimerais revenir sur cette période du rap marseillais. Si tu devais retenir qu'un groupe et qu'un disque référence, ça serait lequel de cette période ? Après, elle est dure ma question, hein. Mais un ou deux. J'en ai plusieurs, mais si je dois citer des groupes Marseille, alors à 2 époques différentes, évidemment, je pourrais citer que IAM, c'est-à-dire que de mon parcours, moi, par rapport à eux, parce que j'ai grandi avec eux, j'étais avec eux dès les débuts, donc j'ai suivi le parcours du groupe presque comme si c'était mon propre groupe, quoi. Avec le Soul Swing, ça c'était mon groupe, mon vrai groupe, mais on était tellement ensemble que jusqu'à premier album Planète Mars,
on était presque assez liés pour confondre, en fait. Et puis après, ils ont commencé à avoir vraiment leur parcours professionnel, signature en maison de disques et tout. Et même là, on a été là, puisque moi, je suis dans quasiment tous les albums d'IAM. Il y en a peut-être 2 où j'y suis pas. Mais du coup, voilà, c'est le groupe avec lequel j'ai évolué. J'ai beaucoup appris grâce à eux, parce qu'ils étaient, comme ils disent, quand tu allais, on revenait. Donc, je les ai laissés aller, j'étais là. Et j'ai pu assister à plein de choses et apprendre énormément. Moi, c'est Imhotep qui m'a signé mon premier album solo aussi. J'ai fait ma première scène avec mon frère, avec Shuriken et AKH et Keops. Enfin voilà. Donc IAM. IAM, oui. Et le disque référence. Ben, c'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai des disques références, il y en a beaucoup là pour le coup, mais je dirais l'école du micro d'argent quand même. Je peux pas. C'est quand même l'incontournable du rap marseillais. Après, évidemment, tu es obligé d'un coup de citer Si Dieu veut, Art de rue, de la FF, qui était vraiment le monstre, le deuxième monstre, on va dire, du hip-hop marseillais après IAM. Mais tu peux citer Chronique de Mars, qui est aussi un des albums références aujourd'hui, un album culte du rap marseillais. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est une période quand même très riche et avec beaucoup de pépites en termes de disques. Donc, la question était difficile. Par rapport au rap d'aujourd'hui, à la nouvelle génération, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard? Mon regard sur la nouvelle génération, alors d'un côté, je suis très content que justement de voir que le rap marseillais est toujours aussi présent. Oui, c'est vrai, très dynamique. Voilà, très dynamique et à sa place dans le hip-hop, on va dire mondial, dans le rap mondial. Alors aujourd'hui, on parle plus de musique urbaine, on parle moins de rap. On parle moins de hip-hop, c'est devenu des choses qui sont un petit peu plus, on va dire, séparées, ou des divisions. Quand je dis division, c'est des registres. Ce serait des registres. Aujourd'hui, on parlerait d'urbain, et dans l'urbain, on dirait il y a le rap à l'ancienne, il y a le rap ceci, le rap cela. Maintenant, on va dire qu'il y a de la pop. La pop, aujourd'hui, ce qu'on appelle la pop, qui est devenue quelque chose de très important dans la musique urbaine aussi. Donc, où on retrouve, pour moi, tout ce qui est le côté latino, afrobeat, tout ça. Pour moi, c'est même un peu électro. C'est la pop actuelle, mais ça fait partie de la musique urbaine aussi, alors qu'avant, ça ne l'était pas. C'était vraiment très séparé. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de... justement, il y a eu beaucoup d'assimilation, beaucoup de mélange, ce qui est très bon, parce qu'il y a de la diversité. Avant le R&B, par exemple, le R&B, ça a été une musique en France qui a été très injustement comment dire, jugée. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais à l'époque, parce que les artistes de R&B, la musique de R&B des années 90, elle venait tellement... pour moi, c'est la variété qui a contribué à éliminer le R&B français, parce que c'était du chant. Donc du coup, ils venaient directement rivaliser avec les chanteurs chanteuses de l'époque, de la variété. Donc je pense qu'ils ont eu vraiment peur que ça prenne de la place, et je l'ai souvent entendu, ils sont mis vraiment à dénigrer le R&B en disant oui, leur vibe, où ça chante, on dirait qu'ils pleurnichent, ils sont pleins de vibes et tout, c'est chiant, c'est nanana. Et du coup, ils ont occulté le R&B. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un retour de bâton, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu de la pop, et aujourd'hui, d'un coup, dans l'afro, dans le latino, avec l'autotune maintenant où tout le monde chante, le R&B, pour moi, c'est le futur R&B, quoi. C'est-à-dire c'est le R&B d'aujourd'hui qui a pris sa vraie place dans la musique en France. Donc tout ça, c'est très bien, et pour le rap, pour les jeunes artistes, voilà, il y a beaucoup de talent. Pareil, moi j'entends là aussi le retour des anciens. J'allais y venir, justement. Donc, beaucoup ont du mal, mais je pense que c'est un faux... il y a de la méprise là-dedans, dans le sens où, en fait, ils ont du mal avec la musique urbaine d'aujourd'hui, parce qu'ils sont accrochés à la nôtre d'avant, et qui disent que ça rappe plus de la même manière. Maintenant, les morceaux sont très courts, il y a de moins en moins de textes, ça dit de moins en moins de choses. Et en fait, à ça, je leur réponds, attention... quand vous parlez comme ça veut dire que vous n'écoutez pas tout ce qui se fait. Et que si à un moment donné, vous commencez à rentrer dedans, et que vous vous rendez compte de tous les artistes qu'il y a, il ne faut pas se limiter au nombre de vues et au nombre d'abonnés des artistes. Il faut regarder vraiment tout ce qui se fait.
tous les beatmakers, vous allez vous rendre compte qu'en fait, que le truc est tellement large. Il y a tellement de monde, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de beatmakers, tellement de DJ, tellement de chanteurs, de chanteuses, que tu peux pas dire, ouais, aujourd'hui, ils font de la merde. C'est pas possible. Oui, c'est un raccourci. Exactement. Ouais, et c'est comme si nous, à l'époque, on a été jugés déjà comme ça. On nous a dit, nous, à l'époque, ouais, ben, c'était les anciens qui nous disaient, ouais, votre rap de merde, c'est pas de la musique, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, je peux pas reproduire ça, déjà. Il faut que je respecte ce qu'ils font et que je m'adapte. Donc, j'en fais pas, parce que c'est pas ma came. Il y a des artistes que, on va dire, je vais pas écouter des albums en entier, je vais pas playlister des albums en entier, parce que ça me parle moins, donc je vais aller vers ce qui me parle. Mais dans ce qui me parle, j'entends beaucoup d'artistes qui sont excellents. Et des fois, des artistes pas connus, certains qui rappent comme nous à l'époque, qui ont des textes qui font 2 minutes, qui ont des longs textes, qui disent des choses, qui racontent des trucs, certains qui font du storytelling aussi. Il y a de tout. Donc après, il faut juste aller trouver ce qui nous plaît, en fait. Et c'est l'avantage des moyens qu'on a aujourd'hui avec les plateformes. Alors, c'est un très bon moyen pour écouter de la musique. Financièrement, ça allait beaucoup moins. En tant qu'artiste, on l'a bien senti quand même. Par rapport aux disques, aux CD et aux plateformes, c'est plus du tout la même économie. Mais par contre, pour le client, pour les fans, là d'un coup... il y a beaucoup de diversité et on peut découvrir pas mal d'artistes. Donc voilà, donc ne pas se fier forcément à ce qu'on entend partout. Et même dans ce qu'on entend partout, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent moins. Donc moi je dis bravo, j'aurais juste tendance à dire c'est vrai les gars, ou les meufs, tournez-vous un peu vers la culture, essayez de quand même de... N'oublions pas que des fois les artistes ont des fois des choses à véhiculer, ça fait du bien, les gens aussi ont besoin d'entendre, ils ont besoin de s'ambiancer, c'est sûr, ça fait du bien aussi. Mais le message... Et ils ont besoin de temps en temps d'entendre un petit peu des choses, surtout pour les plus jeunes. Mais je pense que c'est aussi avec l'âge. Les artistes, au départ, il y en a, ils ont du succès, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont dans une vibe. Et puis dès qu'ils commencent un peu aussi à prendre de la maturité, tu vois que les discours échangent. Tu vois que même eux, dans les interviews, ils disent plus les mêmes choses. Mais c'est normal. Mais oui. C'est tout à fait normal. Mais oui. Donc, merci pour ta réponse. Et tu parlais aussi des anciens. Est-ce que c'est à la mode, je sais pas, de faire des featuring, on va dire, de remettre au goût du jour les anciens? La nouvelle génération avec les anciens. Il y a eu un featuring entre Jul et Akhenaton, Je suis Marseille, qui a repris avec la bande-son de Marseille la nuit. Donc, est-ce que aussi c'est une des qualités du rap marseillais que de rendre hommage aux anciens? Alors, je pense que dans le rap marseillais, mais je pense que c'est les Marseillais en fait, c'est les artistes marseillais en général, c'est que il y a ce côté-là où peut-être on se prend un peu moins la tête qu'ailleurs. Donc du coup, il y a cette forme de respect des anciens, parce que certains, des artistes comme Jul, forcément il a écouté IAM, il a beaucoup écouté la FF, donc forcément c'est des artistes qui l'ont aidé aussi à faire de la musique, à se mettre au rap et tout, donc il a ce respect-là et c'est très bien. Je pense que c'est pas forcément un truc de mode ou quoi, je pense que c'est une envie. C'est une envie profonde des gars de se dire, tiens, j'ai écouté quand j'étais jeune, là je vais me faire un kiff de faire un feat avec eux. Je pense que ça vient juste là, et c'est une forme de modestie de le faire, donc c'est tout à leur honneur quoi, de faire ça, et puis c'est tout à l'honneur aussi des anciens d'accepter de le faire et de montrer justement aussi au public des deux bords, des jeunes et des anciens, de dire, non les gars, il y a de la musique pour tout le monde. Après, on peut aimer des fois un titre ou un artiste ou un album, mais qu'il soit ancien, qu'il soit jeune, qu'il soit peu importe. C'est la musique pour tout le monde et c'est suivant dans quel état d'esprit on est à ce moment-là. Et puis ça crée des passerelles aussi entre les parents, leurs enfants, les grands frères, j'allais y venir à ça les aussi. Petits frères, les petites sœurs et tout ça, quoi. Je vais rebondir sur ça parce que tu organises des soirées old school. Et j'ai participé à certaines de ces soirées et j'ai vu que c'est vraiment intergénérationnel. On a des personnes des plus jeunes avec des plus âgés. Tout à fait. Comment t'es venue cette idée-là de mettre en place ces soirées? L'idée, en fait, elle vient d'un truc très simple, c'est que la Place des Canailles m'avait proposé, donc Anouar, qui est le boss de la Place des Canailles, m'avait proposé, avec Alice, à l'époque, qui travaillait là-bas,
Ils montaient ce lieu-là, donc la place des Canailles, ils voulaient le faire vivre, donc ils avaient l'ambition de faire des soirées ou des il y a une salle qui s'appelle le Cabaret là-bas, donc des mini-concerts, plein de choses. Donc au début, ils m'ont proposé de faire un showcase. Mais quand j'ai vu le lieu, j'étais pas trop en mode showcase, moi, et puis je trouvais que le lieu était pas forcément adapté pour ça. Par contre, quand j'ai vu le lieu, ça m'a fait penser, moi, à des soirées à New York que j'ai vécues. Le grand bâtiment, très haut, les murs en pierre, les fenêtres, le côté ciel ouvert, comme ça fait très building. Et du coup, moi, de suite, ça m'a ramené à ça, et direct, je leur ai dit, non, mais en fait, c'est pas un showcase qu'il faut faire, c'est des soirées. Et on se l'est tellement dit déjà, nous, moi, mon entourage et beaucoup de gens que je croisais au fur et à mesure depuis des années qui disaient oh, mais il n'y a plus rien pour nous. Là, pour le coup, pour les anciens, pour la musique qu'on écoutait, le rap qu'on aimait, le R&B, tout ça, on n'en entend plus aujourd'hui quoi, dans les soirées. Il n'y a plus de soirées pour nous. On sort plus. Enfin, vraiment, il y avait ce témoignage-là. Et ça là, marche très bien en plus. Il faut le faire. Quoi. On a le lieu, parce qu'il fallait aussi avoir le lieu pour ça. Et là, d'un coup, j'ai dit non. C'est le lieu pour faire ce genre de soirée. Donc, j'aurais dit, moi, je vous propose ça. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ils m'ont dit, vas-y, Faf. Banco, on teste. Vas-y, on part, on en fait une. J'ai appelé Gel. Voilà. J'ai appelé Daz, DJ Daz, qui est DJ de IAM aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sur scène avec eux. Et MC Caméléon, qui est notre maître de cérémonie au micro, parce que c'est juste pour moi le meilleur à Marseille dans ce registre-là. Donc j'ai monté la team, ils m'ont dit vas-y, Faf, on te suit. Et voilà, on en a fait une, puis deux, au début une fois par mois. Et vous avez commencé quand? C'était quand? Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on les fait. Et maintenant on est à 2 par mois et ça, on est toujours complet. Oui, j'ai vu, parce que quand tu fais des réservations, c'est vrai qu'il faut être rapide. Il faut réserver très tôt, pour ceux qui veulent réserver en ligne. Ouais, c'est ça. Tôt. Et la prochaine, il y a une date de prévue? Oui, la prochaine, c'est tous les 15 jours maintenant. Donc la prochaine, c'est le 28 janvier. Bon, on va noter ça pour ceux qui sont intéressés. Et je voulais te parler aussi du projet Oméga 13. Est-ce que ça te parle? Alors le nom me dit quelque chose, mais tu vas m'en dire plus. Toujours dans la diffusion et la transmission de la culture R&B. Oui, ce que tu fais avec tes soirées, c'est une application qui propose une visite un peu ludique de Marseille à travers des souvenirs et des témoignages d'artistes. Okay. Et il y a Karim Leroy qui a participé. Ouais. Bon, c'est en cours. Je voulais t'en parler. Je voulais savoir si tu connaissais, si tu travaillais sur le projet. Non. Enfin, en tout cas, non. Non. Et est-ce que toi, tu penses, pour rebondir sur ça, que c'est une chose à faire que de développer cette transmission-là à Marseille, qui est quand même le berceau, on peut dire, du hip-hop en France? Oui, bien sûr, oui, carrément. C'est quelque chose qu'on a construit. Ouais. Ça, c'est un peu de notre âme, de notre énergie, de notre savoir, de notre musique. Donc forcément, oui, je pense qu'il faut que c'est important d'avoir un patrimoine du hip-hop marseillais, parce que c'est quelque chose qu'on a défendu, qu'on a toujours défendu. La force du rap marseillais, souvent, elle est venue beaucoup de là, c'est-à-dire que les artistes déjà étaient assez, il n'y avait pas vraiment d'ego, tout ça entre les artistes, donc il y avait beaucoup de collaborations, nous, dans les années 90, pourquoi on faisait beaucoup parler du rap marseillais, parce que peu importe du quartier d'où tu venais, de l'endroit d'où tu venais, quand nous, on parlait du rap marseillais. Ouais. Donc quand on allait à l'extérieur, on disait c'est le rap marseillais. Après, chacun disait moi je viens de là, tac, le panier, Belzins, la busserie, le truc, font vers ce que tu veux. Mais c'était le rap marseillais. Donc c'est pour ça que partout ailleurs, les mecs disaient, tiens, quand ils organisaient des concerts ou quoi, ils disaient, on va faire venir des Marseillais, le plateau du rap marseillais. Et même à l'étranger, c'était ça aussi. On défendait la ville, on défendait notre hip-hop. Il y avait une très forte identité, c'est vrai. Et qui est resté, je pense, avec le temps. C'est quelque chose qui est resté et que les artistes aujourd'hui, qu'on continue. Après, Marseille, on a une identité forte quand même ici. Oui, donc, très forte. Où qu'on aille, de toute façon, on est identifié. Mais c'est important que le rap, le hip-hop marseillais soit aussi et son patrimoine et son histoire, et que cette histoire-là se perdure au fil du temps. Parce qu'on est connu pour ça, mais à le monde. Donc, faut qu'on le sache. Avant toutes les institutions ou quoi que ce soit, c'était le rap et le foot
qui ont mis la lumière sur Marseille dans le monde entier. Et aujourd'hui, à toi, tu t'es diversifié aussi. J'ai vu que tu as fait du hip-hop symphonique. Oui, avec Sébastien Damiani, mon binôme, mon partenaire. Oui, excuse-moi. Non, tu peux y aller. En fait, Sébastien, voilà, on s'est connus il y a 10 ans. On travaille ensemble depuis 10 ans maintenant. Et c'est vraiment mon acolyte, quoi. C'est mon frérot, parce que lui, il vient d'un univers... Lui, il a toujours aimé le rap. Ouais. Mais il vient d'un univers à la base de variété, donc il a évolué dans la variété, mais je te parle, on est en début 80, c'est-à-dire qu'au moment où moi je découvre le rap, lui il est dans un univers où déjà, on va dire, il est à ce moment-là pianiste de variété, avec un très très gros niveau. Ensuite, il se met il commence à se dire, bon maintenant j'ai un gros niveau en variété, mais quand même dans le classique, malgré tout, avec cet instrument-là, le piano, à un moment donné, il faut faire ses armes, il faut être adoubé. Il faut avoir ses diplômes et tout, donc rentrer au conservatoire. Donc il rentre au conservatoire assez tard par rapport à ceux qui y sont déjà. Et en fait, en 2 ans, c'est ça qui est fou, c'est qu'en 2 ans, il obtient ses médailles d'or de conservatoire, donc au piano d'orchestre, alors que normalement, il faut au moins, je crois, de 7 ans. Donc c'est un génie quand même. Pour moi, lui, il veut pas qu'on l'appelle comme ça, mais moi, en général, c'est ce que je dis. Parce que voilà, il a fait le parcours comme ça en 2 ans, à un âge en plus avancé, où normalement, c'est plus difficile. C'est plus difficile quand on prend ça plus tard. Oui. Et du coup, voilà, après, il a été dans la musique de film, donc le classique, il arrive avec tout son background, son univers, sa carrière aussi, parce qu'il faisait des concerts à 14 ans, il faisait salle pleine au Japon, avec des disques d'or et tout ça. Il jouait à Miami, dans des grandes salles où il partageait la scène avec U2, des trucs comme ça. Et il a toujours ce côté, vu qu'il voyageait beaucoup, donc ce côté hip-hop en lui. Et donc, il y a une dizaine d'années, on se rencontre, et évidemment, ça, moi en tant que beatmaker, lui en tant que compositeur, ça match. Et on a des aspirations communes, et du coup on se met à faire de la musique ensemble, et évidemment on parle de projets hip-hop symphonique, parce que mine de rien, dans le rap, on a toujours utilisé aussi des musiques de films et tout ça. Tu parlais tout à l'heure de cinéma, mais on l'a mis aussi dans la musique, donc on en samplait beaucoup. Donc il y a cette culture-là, et donc le symphonique participe beaucoup à la musique de film. Donc c'est la passerelle entre Sébastien et moi. Et du coup, là, on se met à faire de la musique, à se dire, on va arrêter de sampler. De prendre donc des musiques déjà existantes, et on va la créer nous-mêmes, et on peut la faire. Et lui, il a les capacités. Lui, un ordinateur, un clavier et des plugins. Et c'est un homme orchestre à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il te joue des trucs prêts à l'emploi pour faire jouer à 100 musiciens. Et il écrit les partitions et tout, il leur donne. Et s'il joue ce qu'il a créé en musique, parce qu'il le crée par ordinateur, et du coup, on a cette chance-là et cette capacité-là. Et du coup, quels sont tes projets là, pour l'année à venir ? Tu vas explorer encore ce côté hip-hop symphonique? Ah oui, on ne lâche pas. Alors, il y a 2 gros projets en parallèle. C'était le hip-hop symphonique. Bon, après, notre hip-hop symphonique, à nous, malheureusement, on se les fait un peu spolier par les gens du Move, qui ont créé leur hip-hop symphonique à eux, qui ont repris notre nom, tout simplement. Et bon, on ne l'avait pas protégé, mais voilà, ils l'ont fait. Et puis, ils ont créé leur propre hip-hop symphonique. Donc, après, nous... La formule est la même, mais on a aussi notre projet à côté en parallèle qui s'appelle Opérap. Et donc c'est le mélange aussi du lyrique avec du rap, mais avec aussi toujours un côté symphonique derrière. Donc ça, on travaille dessus en ce moment. On est en écriture pour des projets futurs. On a déjà sorti des titres, un titre d'ailleurs qui s'appelle Opérap. C'était un peu pour marquer un peu le coup et pour montrer, on va dire, un petit extrait de ce que ça peut être, parce que l'univers Opérap est très vaste. Voilà. Et ça arrive quand? Vous avez sorti un extrait? Cet extrait, il est sorti déjà il y a quelques années. Donc tu retrouves dedans, il y a Shuriken, mon frère, il y a Sad de la FF, il y a Demi-Portion, il y a Youssef Swaft, qui vient de Belgique, et il y a La Craps. Ça, c'est les artistes rap, et moi, et Cécile Arbel qui est au chant, et à la composition, c'est Sébastien et moi. Donc on a clippé ça à l'Opéra de Marseille. Et voilà, on le trouve partout. Hâte de voir la suite. Un projet beaucoup plus gros qui est en écriture là, qui va arriver dans ce registre. On garde ça en tête. Écoute, Faf, je te remercie pour d'avoir répondu à toutes mes questions. Toi. Et merci à tous. Bonne soirée, on se retrouve bientôt. Au revoir, portez-vous bien.
Merci à vous. Ciao. Au revoir. Meurs mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Ta route s'arrête là au bout de mon sabre. Les sages qui entrent ici le savent. Les braves sans une larme sacrifient leurs âmes. Es-tu prêt pour ça? Vive où la rose ne pousse pas. Tenir le micro comme un katana. Briser l'ennemi en combat. Les plaines plieront sous nos sabots. Qui plieront ses nabots. Tremblement de terre, c'est haut. L'obscur lâche ses héros incandescentes. La maître de l'art ancestral expert en technique martiale. Te voilà duc de Nottingham. Comme Sherwood. Mars, bastion de la rébellion. Prêt à guerroyer contre la répression. Sanctionne sans sommation. Nomme tes témoins. Donne-leur pour la confrontation. Fier.